Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de la série Les Militants. Une émission où nous allons essayer de comprendre pourquoi Harper et Couillard sont en train de tout saccager. Paraîtrait qu'un exemple vaut 1000 mots. Prenez le cas de cet iPad. Je l'ai acheté à Montréal, mais la commande a été passée à Toronto. Et il lui a été expédié de la Californie. Mais il faut savoir que cet iPad-là a été fabriqué en Chine avec des composantes indonésiennes, thaïlandaises et j'en passe. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les petits profits qu'Apple a fait avec cet iPad, il les a déposés dans son compte antillais avec les quelques 50 milliards de dollars qui y sont déjà. Et tout ça pour éviter de payer des impôts aux États-Unis. Ça, quand les entreprises s'organisent pour optimiser leur production, donc maximiser leurs profits, on parle de réingénierie, délocalisation, relocalisation, zone franche, main-d'œuvre asservie, etc. Ce qu'on fait fabriquer, par exemple, au Bangladesh ou en Thaïlande, par du pauvre monde sous-payé, c'est acheminé par cargo qui arbore des pavillons de misère. Puis ça arrive ici, c'est revendu par des associés, non syndiqués bien sûr, qui travaillent chez Walmart ou chez Target. Début des années 70, disons, c'est en gros la fin de la domination des empires industriels. Alors, tu as des fermetures d'usines partout, tu as des restructurations à l'échelle internationale. Tu peux situer du début du siècle, là, aller jusqu'en 1970, c'était la domination du monde industriel qui contrôlait à peu près le développement économique dans tout l'Occident. Cette domination-là a commencé à, je dirais, à s'effriter. Elle a été remplacée par le monde, graduellement par le monde financier, qui aujourd'hui contrôle le monde. Les grosses compagnies jouent plus, fait plus d'argent en jouant le marché financier qu'il fait en investissant pour produire les produits pour quoi il existe. Alors ça, écoute, le problème est énorme, mais là, en plus de tous les économistes, il y a quelque chose comme 2000 économistes qui ont dit au G20, qui ont exprimé ce que je viens de dire, c'est pas le temps pour l'austérité, investis, même si tu augmentes la dette, créer des emplois, ce monde-là va payer des impôts, puis ils vont acheter des choses, et ça va remettre le secteur privé en marche. Ce fondement économique, fondement tout à fait légal, mais pas toujours moral, fondement qui conditionne dramatiquement les économies nationales, explique la prolifération de ce phénomène offshore. Ici, on parle d'un système bien huilé qui permet à ses usagers d'éviter de payer les impôts que normalement et moralement, ils devraient faire. Sauf exception, on y retrouve le gotha financier, c'est-à-dire les banques, les fonds, les assureurs. On y retrouve les multinationales industrielles, les compagnies d'informatique, les fabricants automobiles, les minières, etc. On y retrouve des gens riches de partout dans les pays du G20. On y retrouve aussi, bien sûr, évidemment, les narcotrafiquants et les fraudeurs de tout acabit. Mais comme le disait l'empereur romain Vespasien, l'argent n'a pas d'odeur.
Si le mode opératoire est inextricable, la règle du jeu, elle est très simple. Il s'agit de générer des profits au maximum, mais non imposables. Comme tout le monde le fait, il est illusoire de vouloir ramer à contre-courant. Ne pas utiliser ce stratagème équivaut à ne pas être concurrentiel. Vous comme moi, nous connaissons certains sports où l'athlète, s'il ne se drogue pas, est lourdement pénalisé par rapport aux autres. Et si les pays s'entendent pour ne plus utiliser les paradis fiscaux, il suffit, pour prendre l'exemple du Luxembourg ou de la britannique île de Jersey, qu'un seul utilise ce système pour qu'on recommence à zéro. Résultat, les entreprises d'aujourd'hui ont le devoir moral auprès de leurs actionnaires de tout faire pour échapper au fisc. Et, règle générale, elles y arrivent très bien. Et le tout d'une façon très légale. C'est sûr, les gouvernements en place n'ont d'autre choix que de suivre les dictates financiers qu'on leur achemine par, disons, politiciens interposés. Tout ne devient alors qu'assouplissement des lois, gommage des irritants, entente de libre-échange, et ainsi de suite. Tout ça pour faciliter la bonne marche de l'activité financière. C'est exactement le cas du Canada, plus particulièrement depuis le règne de Harper, sans vouloir minimiser pour autant ceux de Trudeau, Mulroney, Chrétien, Martin, qui, de fil en aiguille, à partir de la fin des années 50, est finalement devenu un des bras politiques parmi les plus efficaces de la finance mondialisée. Il suffit d'examiner son bilan de coopération avec les juridictions caribéennes pour s'en faire une idée. C'est les banques canadiennes qui ont mis sur pied tous les paradis fiscaux dans les Antilles, qui aujourd'hui, c'est tellement de patentes. Ce que le monde fait est légal. C'est pas éthique, c'est pas moral, mais c'est légal. Mais c'est légal parce que les gouvernements ont mis des lois comme ça. Paul Martin, qui, à l'époque, il était premier ministre, il change des lois pour favoriser ça. Ils mettent ses bateaux là-dedans pour qu'ils puissent embaucher des pauvres diables comme des esclaves au lieu de payer des salaires aux Québécois. Et puis il est premier ministre en fonction ou ministre des Finances en fonction. Il légiférait pour lui-même. Alors, la première chose, c'est qu'il y a 170 milliards de beaux dollars canadiens qui sont cachés là. Ordonnant le TSX, la Bourse de Toronto, qui est le reflet de cette sauvage activité. Il y a plein d'exemples quotidiens au Canada qui viennent nous en faire le rappel. Je pense par exemple à Halifax, qui à l'aide de son gouvernement est finalement devenu un centre très important de comptabilité offshore. Je pense au Québec avec son carcan minier qui semble, à toute fin pratique, être devenu immuable. Je pense au pétrole albertain avec ses fameux sables bitumineux qui, malgré une certaine opinion internationale de moins en moins favorable, semble être devenu la religion d'une bonne partie des électorats canadiens et québécois. De toute façon, ici comme ailleurs, la philosophie des compagnies est très simple. Payer le moins cher possible s'ils ne peuvent se faire rembourser d'une façon ou d'une autre par l'État où ils s'adonnent à être. Ici, on parle de la matière première, on parle de la main-d'œuvre, du transport, on parle de la vente au détail. On parle d'un monde très dur. Ouais. Un monde sans frontières, caractérisé par des minières polluantes, des main-d'œuvre asservies, des drapeaux de complaisance, des employés qualifiés d'associés. Et ici comme ailleurs, au su et au vu de l'État qui légifère en conséquence. Ouais.
C'est ce qui fait que, d'un côté, les gouvernements ont dû revoir leurs sources de financement, puisque les riches, comme on l'a dit, et les entreprises disposent de moyens légaux pour ne pas contribuer à l'impôt, puisque les pauvres, eux autres, de toute façon, n'en ont pas les moyens, ben, c'est la classe intermédiaire, c'est-à-dire la classe moyenne, qui écope. Or, que voulez-vous, c'est là-dedans qu'on retrouve la majeure partie des personnes syndiquées. La classe moyenne, c'est qui? La classe moyenne, c'est des enseignants, c'est du personnel de soutien, c'est des infirmières, des infirmiers, tout ça. C'est eux autres, la classe moyenne. Alors, si on négocie quelque chose, si on veut améliorer quelque chose, c'est qu'on veut améliorer le service qu'on donne à nos patients, à nos élèves, et on veut aussi améliorer cette classe moyenne-là. Alors, arrêtez de, je vous dire des fois aux journalistes, arrêtez de nous tomber sa tomate pour dire qu'on est contre la classe moyenne. C'est nous autres, la classe moyenne. Pour dire que les gouvernements se retrouvent dans une bizarre situation. Il leur semble tout à fait impossible de s'attaquer sérieusement à la structure financière mondialisée. La logique est empoisonnée un peu. Ils ne peuvent pas pressuriser davantage la classe moyenne, parce que s'ils le font, la limite ayant déjà été atteinte, ils se suicident politiquement. Ce qu'il leur reste, la seule porte de sortie possible, c'est de sabrer davantage dans les dépenses. On parle ici du démantèlement de l'État qualifié naguère d'État-providence et de sa transformation en État minimaliste. Dans cette optique, tous les acquis syndicaux, par exemple ceux dont ont bénéficié les Canadiens ou les Québécois, syndiqués ou non, depuis les années 60, sont remis en question. Ça veut dire du non-respect, ça veut dire du bafouage de nos conventions collectives, ça veut dire nous cracher dessus, ça veut dire ne pas respecter nos ententes, ça veut dire venir chercher de l'argent dans nos poches pour les futurs retraités puis pour ceux qui s'en viennent à leur retraite aussi. Même la formule RAND est menacée. Actuellement, le Parti conservateur qui est au pouvoir au fédéral a fait adopter un certain nombre de lois qu'on juge antisyndicales. C'est en raison de ces lois antisyndicales-là qu'il a commencé à courir des rumeurs. Est-ce que le gouvernement conservateur n'aurait-il pas envie d'abolir la formule RAND? On prétend que l'obligation, quand un travailleur, de payer une cotisation syndicale s'abrime sa liberté individuelle. Donc, quand tu m'obliges à payer une cotisation syndicale, tu viens violer mon droit d'association, tu viens m'empêcher de faire ce que je veux. La Cour suprême, à 2 reprises, a eu à débattre de cette question-là. Est-ce que payer une cotisation syndicale enfreint ma liberté d'association? Et la réponse a été non. Parce que s'associer vient justement te donner des avantages. Et donc, c'est donc normal que tu aies à payer pour maintenir ces avantages-là pour que l'association puisse vivre. Effectivement, pour peu qu'on élarge, il est possible de se remémorer le vol libéral dans la caisse de l'assurance-emploi. Un vol d'ailleurs qui a été avalisé par le régime Harper et qui a été approuvé finalement par la Cour suprême. Il est possible de se remémorer le pelletage successif, les nombreux pelletages dans les cours provinciales. Il est possible de se remémorer le délestage continu de l'appareil administratif. Tout cela parce que Ottawa se doit de plaire au milieu mondialisé de la finance. Évidemment, tout ça, ça a eu des conséquences au Québec. Rappelons-nous le début des grandes coupures lors du 2e mandat de René Lévesque. L'acidité rongeuse qui a caractérisé les relations de travail sous Bourassa Johnson. Le principe quasiment sadique du déficit zéro sous Lucien Bouchard. Les chicanes presque sans fin tout le long du régime de Jean Charest.
L'expression « couper dans le gras » aura été remplacée par gratter les os, puis plus récemment, on dirait par jeter la carcasse. Exactement. Et pour y arriver, les gouvernements, à grand renfort de désinformation et de manipulation médiatique, vont tenter de se rallier les contribuables, ces braves gens qui ont toujours tout fait pour vivre d'une façon irréprochable. Quelle belle application de la maxime « diviser pour régner ». Ben oui, effectivement, hein, on voit ça à l'œuvre présentement dans la fameuse saga des fonds de pension. La population, même beaucoup de salariés, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, un régime de retraite. On le sait, là, c'est un avantage que tu te donnes en disant, ben, je prends moins de salaire aujourd'hui pour être capable, quand je vais arriver à ma retraite avec un certain âge, j'aurai un certain montant, parce que c'est pas juste avec la Régie des rentes du Québec puis la pension de sécurité de la vieillesse que tu peux vivre ou survivre. Ce qui se passe actuellement au niveau des régimes de retraite. Disons que le régime de retraite de la fonction publique, le REGOP qu'on appelle communément, il est en bonne santé financière. Il est capitalisé à 94 % et la partie employée, il y a une bonne caisse de 40 quelques milliards à la caisse de dépôt, puis ça fait rouler l'économie du Québec passablement. Par contre, dans les municipalités et dans les universités, bon, il y a eu des négociations. Au fil des ans, l'employé et l'employeur se sont entendus. L'employé payait tant de pourcentage de cotisation, l'employeur payait tant. L'employé, lui, il payait, c'était déduit sur sa paye automatiquement. Donc, il a formé une caisse là, pour sa retraite. L'employeur, lui, il n'a pas toujours mis le montant qu'il devait mettre. Et même dans des années où, après des évaluations actuarielles qui avaient des surplus, comme il prétendait, il baissait la cotisation. Il se donnait des congés de cotisation de l'employeur. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, ça a créé comme des déficits. Autant de coupures ou d'abandon par le tandem Couillard-Harper, autant d'acquis sociaux qui risquent de disparaître. Les acquis sociaux que les militants avaient travaillé très fort pour aller chercher. Puis ils l'avaient vraiment alors, mais vraiment pas eu facile. Hein? Tout n'avait été que négociation, mobilisation, bataille, parfois désordre social, pour ne pas dire désobéissance civile. Certains avaient même payé un prix personnel assez élevé là-dedans. C'est frustrant pour les militants syndicaux qui ont cru que les améliorations de conditions de travail devaient, pour être significatives, s'accompagner de bonifications équivalentes dans les conditions de vie familiale et sociale, telles que l'endettement, le logement, l'alimentation, l'éducation, et j'en passe. Le deuxième front, c'est pas tellement compliqué. C'est que le mouvement syndical partage avec ceux qui ne sont pas syndiqués son organisation. Parce que la force du mouvement syndical, c'est son organisation. Il y a des sous, il y a du personnel, il est organisé. Alors que les mouvements populaires, que ce soit l'association des locataires et d'autres revendications, ne sont pas nécessairement organisés et n'ont pas nécessairement les budgets. Alors, le deuxième front, il disait, nous, le mouvement syndical, on a une conscience sociale, on a des sous, il faut aller aider les gens qui ont des problèmes qu'on ne peut pas syndiquer, pour toutes sortes de raisons, mais qu'on peut aider dans le problème quotidien. Exemple, la première association avec qui on fait affaire, c'est les locataires. Puis on dit, est-ce qu'on peut travailler, est-ce que vous pouvez nous aider? Ben, on dit, ben oui. Et on a aidé les associations de locataires. Et ça a donné tellement des résultats qu'il s'est fondé des associations de locataires un peu partout dans les quartiers à Montréal. Et la conclusion de ça a été le bail type
et la date de déménagement qui est passée du 1er mai au 1er juillet. On a aidé les gens qui avaient des problèmes d'assurance chômage pour collecter leur assurance chômage. Il n'y avait pas d'aide, alors on a trouvé des gens compétents pour leur aider. On a aidé des gens qui avaient des problèmes avec le bien-être social. On a aidé des gens qui avaient des problèmes d'interprétation, mettons, avec leur clause d'assurance automobile. Alors, tout ce qui est en dehors, en fait, la vie de tous les jours, les problèmes quotidiens, c'est ça le deuxième choix. Entre 1963 et 1972, vous gagnez presque tous les 200 procès intentés contre ces prêteuses à taux exorbitants. Votre siège a fait place nette. S'en suivront des lois pour réglementer le crédit et des organismes voués à la protection du consommateur verront le jour. Les associations coopératives d'économie familiale, les caisses d'économie, la Caisse d'économie solidaire de Québec, l'assurance automobile, l'aide juridique, le guide du consommateur. C'est là une partie de votre legs immense, celui d'un homme qui a consacré sa vie à améliorer celle des autres. André Lorrain, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. L'idée de marché de Pépin, on créait, on administrait, on allait chercher une loi puis on donnait. C'était ça. Puis on a pas mal réussi. Pas mal. C'est incroyable parce que la CSN a donné au peuple, puis ils ne savent pas. Les seniors. Je ne dis pas que les menaces actuelles ne sont pas très sérieuses, parce que c'est très grave, parce que c'est très structurel ce que veut faire Harper, puis la tentation d'imiter les États américains. Là, alors, c'est clair qu'il y a toujours un risque de retour à ça. Puis, aux États-Unis, il faut juste regardons comment c'était. Jusque dans les années 60, tu avais quasiment 30% des travailleurs qui étaient syndiqués. Des travailleurs-travailleuses étaient syndiqués, c'est tombé à 10%, je ne sais pas quoi, avec toutes les lois de Reagan, puis par la suite, des lois répressives qui ont été adoptées. C'est un secret de polichinelle que les centrales syndicales canadiennes et québécoises ont actuellement Harper et Couillard dans le collimateur. Même que, sous peu, ça pourrait être la fête à Harper. Il est toujours là, le mouvement syndical. Quand la société québécoise crochit, va trop à droite, s'enlise, il est là. Et ce n'est pas une action, une réaction instantanée. C'est de longues origines. C'est de longues expériences de lutte. C'est de la patience. On a l'impression, parfois, d'être sur place, de faire du surplace, de tourner en rond, de reculer. Mais il y a toujours, et c'est l'histoire. L'histoire syndicale, c'est ça, on l'oublie des fois, mais ça a une histoire, elle a des liens forts, enracinés, profonds, et ça ne changera pas. Le mouvement syndical, partout, dans tout l'Occident, c'est tout un mouvement, progressiste sur la voie de la social-démocratie, qui fait opposition à la droite, quelle que soit la forme qu'elle prenne, qu'elle fait opposition au néolibéralisme, peu importe. Qu'il soit plus ou moins extrémiste, plus ou moins la droite. Il est toujours là, le mouvement syndical, et c'est sa vocation. C'est ses mêmes. Donc sur ce, on vous dit merci d'avoir été à l'écoute. Mais je me permettrai, juste avant de vous quitter, de vous demander de nous laisser vos commentaires sur le site web. Ce serait extrêmement apprécié. Extrêmement apprécié. Donc, encore une fois, merci et au revoir.